Bonjour. C'est difficile de continuer après cette vidéo parce qu'elle se justifie à elle-même. Il n'y a presque plus besoin d'argumenter tellement elle est parlante. Et il faut remercier Bruno pour tout le travail qu'il a réalisé avec ça. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués là, que je vais vous donner, qui sont des éléments de réflexion qui permettent de poser le débat. Donc moi je vais plutôt intervenir sur où sont les urgences et quel est le sens de la gratuité. Et Michel complétera avec un point sur les questions économiques, mais pas vu d'un point de vue purement comptable, comme on a trop tendance à le poser aujourd'hui, mais vraiment d'un point de vue global. Alors, la gratuité des transports publics, évidemment, on peut le voir d'un point de vue philosophique, et c'est une démarche qui a son intérêt, c'est-à-dire de dire les besoins élémentaires de la société, c'est normal qu'ils soient gratuits. De dire la gratuité d'un service public, c'est simplement qu'on enlève le prix, mais que ça n'enlève pas la valeur. Par exemple, l'école est gratuite, elle n'est pas sans valeur, heureusement. Toutes ces approches ont un intérêt, ont de la valeur. Et d'ailleurs, ça motive beaucoup de membres du collectif, beaucoup de gens qui sont pour la gratuité. Mais au point où on en est aujourd'hui, nous, on considère que la gratuité, ce n'est pas qu'une vision sociale, une vision de comment faire société aujourd'hui, mais c'est une réponse efficace à un certain nombre d'urgences qui se posent à nous. Et les urgences qui se posent à nous, c'est les urgences climatiques, les urgences sanitaires et les urgences sociales. Parce que plus le temps passe, plus les rapports qui sortent sont alarmants. Alors, l'urgence climatique, alors, mis à part quelques farfelus, y compris malheureusement parmi des chefs d'État comme Trump et Bolsonaro, il y a un très large accord dans le monde scientifique, mais très largement au-delà, pour dire qu'on a un problème et que les gaz à effet de serre qui sont issus de la combustion des énergies fossiles sont responsables du réchauffement actuel de la planète. Et pour estimer que les conséquences de ce réchauffement vont être dramatiques, et que donc il y a besoin d'agir. L'alerte a été donnée il y a plusieurs décennies déjà, sans remonter au rapport du Club de Rome en 1970, mais dès 1990, c'était il y a plus de 30 ans, on avait déjà un rapport, le rapport Brundtland, qui disait qu'il y avait un problème. Pourtant, 30 ans après, on est toujours dans des politiques publiques qui sont largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Et même les engagements qui ont été pris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme cela a été acté à la COP21, aujourd'hui, on sait que ça n'ira pas. Et les derniers rapports qui sortent sont alarmants. Alors évidemment, il y a des manifestations qui sont des points d'appui. Manifestations pour le climat, manifestations dans toute la France massives là-dessus. Et les pouvoirs publics font semblant de prendre en compte. Mais dans la réalité des faits, dans la réalité des politiques menées, ce n'est pas le cas. Et c'est bien le problème qui est posé. Et là, il y a une convention climat qui a été mise en place par le président de la République. Mais je doute que ce président-là ait dit aux 150 bénévoles qu'en France, par exemple, les 1% des ménages les plus riches ont un bilan carbone de 160 kilotonnes de CO2 par an, alors que les 10% les plus pauvres ont un bilan carbone de 4 tonnes de CO2 par an. Donc, cette question-là environnementale est éminemment liée à la question sociale. Alors, récemment, il y a des rapports un peu alarmants qui disent que si on n'y fait vraiment rien et qu'on ne se donne pas des moyens forts pour cela, la hausse de température moyenne pourrait atteindre 7 degrés à la fin du siècle. Et 7 degrés, la question de la vie, même de l'humanité sur Terre, est posée à ce moment-là. Alors, si on reste sur l'agglomération, alors il y a une étude très intéressante qui a été faite sur mission de la ville de Grenoble par un cabinet qui est le cabinet Tech, et qui essaie d'évaluer, si on reste où on est aujourd'hui, quelle sera la température, quel sera le climat en 2050. Eh bien, les conclusions, elles sont quand même assez chaudes, si j'ose dire. Si la température mondiale a augmenté de 1 degré depuis le début du 19e siècle jusqu'à maintenant, dans notre région, la température a augmenté de 2 degrés. En 2050, il n'y aura presque plus de neige en dessous de 1700 mètres d'altitude. Ensuite, le nombre de jours de chaleur extrême, c'est-à-dire que j'ai chaleur extrême, c'est température supérieure à 35 degrés, va passer de 3 à 43, multiplié par 15. Nous aurons des étés chauds, des hivers humides, des inondations, des incendies. Voilà.
Le plan climat de l'agglomération tel qu'il a été fait jusqu'à présent reconnaît lui-même qu'il est insuffisant pour tenir les objectifs sur les gaz à effet de serre. C'est-à-dire pour être sur une trajectoire à moins de 2 degrés à l'horizon 2030. Là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est que les transports sont responsables d'un tiers environ de ces émissions à gaz à effet de serre. Donc, nous sommes pris dans une course de vitesse face au changement climatique. Et cette course, il faut bien se dire que nous sommes en train de la perdre sans acte politique fort. Donc oui, il y a bien l'urgence climatique. Alors, concernant l'urgence sanitaire, ben, c'est un peu le même topo, hein, parce que c'est lié. Donc, une étude de l'INSERM sur l'impact de la pollution de l'air dans l'agglomération grenobloise, et qui est très récente et rendue publique en juin 2019, estime que la pollution coûterait 1 200 € par habitant et par an, qui pour une agglomération comme Grenoble, c'est une étude qui était sur Grenoble et sur Lyon, pour une agglomération comme Grenoble, c'est 500 millions d'euros par an. Le coût sanitaire de l'exposition aux particules fines. Et associé à ce coût, il y a 150 décès par an qui sont directement liés à cette pollution aux particules fines, donc, supplémentaire. Alors, et cette étude, elle est intéressante parce que, aussi, il faut battre en brèche un certain nombre de choses qui se sont installées dans la pratique, mais qui, dans les faits, ne servent pas à grand-chose. Cette étude conclut que ce qui est important, c'est d'agir tous les jours pour réduire la pollution. C'est ça qui est important. Et que agir seulement les jours de grande pollution, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est le fond de pollution de l'air. Et finalement, faire des mesures, le fond de l'air, voilà. Et finalement, prendre des mesures spectaculaires uniquement quand il y a beaucoup de pollution, je dirais que c'est presque trop tard. C'est pas ça le problème. Après, ce qui est vrai pour Grenoble est vrai pour la France. Un rapport sénatorial sur la qualité de l'air estimait le coût total de la pollution de l'air entre 70 et 97 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est à peu près compatible avec les estimations sur l'agglomération grenobloise, si on fait des règles de 3. Donc c'est consistant. Donc des études différentes aboutissent au même résultat. C'est-à-dire que le coût de la non-gratuité est colossal. Rien que du point de vue de la santé. Alors là, on est sur des condamnations par la Cour de justice européenne, sur le fait que des valeurs limites annuelles pour le dioxyde d'azote ont été dépassées de manière systématique et persistante depuis 2010. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on est au-dessus des normes européennes qui sont elles-mêmes supérieures aux normes de l'OMS. Alors, il y a bien une urgence sanitaire. Alors, l'urgence sociale, alors évidemment, on connaît la phrase qui est devenue célèbre de Jacques Séguéla, un homme qui prend sur la Rolex de l'homme de 50 ans. On connaît moins celle-ci qui est attribuée à Margaret Thatcher. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit de Margaret Thatcher, mais ce qui est absolument sûr, c'est que c'est un homme politique ou une femme politique qui l'a prononcé en Grande-Bretagne. Un homme qui prend encore les transports en commun à 26 ans est un homme qui a raté sa vie. Voilà. Et donc, ce type de phrase montre, d'une part, le mépris. Bon, je pense qu'en France, on est mal placé pour donner des leçons à l'Angleterre en matière de mépris social venant de nos gouvernants. Voilà, puisque, voilà, je ne citerai pas. Mais aussi, l'écart, la distance qu'il y a entre ces élites dirigeantes et ce que nous, on vit. Alors, une étude de l'INSEE a montré qu'en 2018, les inégalités ont enregistré la plus forte hausse depuis 2010 et que la pauvreté touche à présent 14,7% de la population française, soit plus de 9 millions de personnes. Et l'INSEE note qu'il y a une rupture franche depuis 2017. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde la politique fiscale qui est appliquée pour les plus riches, quand les aides aux plus démunis sont un pognon de dingue qu'il faut rationner de toute urgence, et qu'on nous vante des bienfaits naturels de ruissellement dont même France Stratégie, une officine pourtant attachée au Premier ministre, a du mal à mesurer les effets, qui nous demande de la patience parce qu'ils viendront un jour, peut-être qu'ils viendront un jour, mais la pauvreté ne vient pas un jour, elle est tout de suite là, suite à ces mesures-là. Et donc, nous, on a la faiblesse de penser qu'à rebours de cette vision du monde de premier de cordée, il faut, au contraire, accroître les solidarités, retisser le lien social, et dans un même mouvement,
concilier politique sociale et écologie, fin du monde et fin du mois. Oui, il y a urgence sociale. Et la gratuité des transports publics rend du pouvoir d'achat à la population, ce que dit le maire de Dunkerque, c'est évident et c'est important. Et elle permet à des catégories sociales assignées à résidence de se déplacer et de se réapproprier la ville. Et ça, c'est important parce que c'est une autre façon de partager la ville, plus riche que ce qu'on vit actuellement. Alors, évidemment, sur ce qu'il y a à faire, oui, il y a un passage, il y a un point important qui a été évoqué par le maire de Dunkerque, mais je pense que c'est important de le souligner ici. Il y a une différence entre ce que nous réclame la gratuité et la tarification sociale ou la tarification solidaire. Alors, tarification sociale ou solidaire selon les lieux, grosso modo, c'est l'usager paie en fonction de ses revenus, sous une forme ou sous une autre. Systématiquement, en fait, cette tarification s'arrête à des niveaux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qu'on le prenne à 60% ou à 50% du revenu médian. Et en fait, comme dans beaucoup d'autres domaines, on constate qu'une partie importante de la population ne fait pas les démarches nécessaires pour bénéficier de ces tarifications, de ces aides, etc. Alors, les études qui sont à Dunkerque montrent, c'est un cas concret qui montre bien, un tiers des usagers, mais j'ai fait un peu de recherche, et quand on regarde le RSA, quand on regarde différents dispositifs d'aide, c'est toujours un tiers, voire 40%, voire 50% de personnes qui n'en bénéficient pas et qui ne font pas la demande d'en bénéficier. Alors, il y a des causes multiples. Il y a des causes qui sont la lourdeur administrative, qui sont les démarches par Internet, qui sont tout un certain nombre de choses. Mais moi, je crois beaucoup à une cause importante, qui est, en résumant, qu'à un moment donné, les pauvres, ils en ont assez de devoir constamment prouver qu'ils sont pauvres. Et que c'est une question de dignité et de place sociale et de reconnaissance qui est faite. Et la gratuité, de ce point de vue-là, c'est un droit, et c'est une reconnaissance du fait que prendre les transports en commun sert à l'intérêt commun. Ce n'est pas une aide qu'on donne aux gens. C'est un droit qui sert à l'intérêt commun. Et c'est parce que ça sert à l'intérêt commun que nous, on pense que ça doit être gratuit. Et ça change complètement l'optique dans laquelle on est. Toute la société gagne au développement des transports en commun, et pas simplement les usagers. Sans rappeler la phrase d'Albert Jacquard qui disait qu'à Paris, si les voitures circulaient, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui acceptaient d'aller dans le métro. Et c'est évident. Si on veut que l'air soit moins pollué, ben, il faut qu'il y ait des gens qui prennent les transports en commun. Et il serait anormal que ce soit seulement les usagers des transports en commun qui payent le prix de prendre les transports en commun alors qu'ils rendent un service à l'ensemble de la société. Alors, sur la question, les conditions pour réduire le trafic routier, il y a évidemment, parce que ça nous est rabattu constamment comme argument, qu'il faut une offre. Il est évident que s'il n'y a pas d'offre en transport en commun, la question de la gratuité ne se pose pas. On n'est quand même pas donné à ce point-là. On sait bien que pour que les gens se transportent en transport en commun, il faut qu'il y ait une offre de qualité qui leur permette de se transporter de manière correcte. Donc il faut des investissements massifs. Et c'est bien parce qu'il faut des investissements massifs que la question de la gratuité, c'est-à-dire de la part que porte l'usager, devient une question marginale et que la question importante, c'est la volonté politique de le faire. Et la question politique de le faire, c'est de mettre en place ce qui est nécessaire à la fois en termes de transport en commun. Alors ça peut être le TER, le train-train, le tram, les bus à haut niveau de service, tout moyen de transport. J'attire l'attention que ça pose aussi la question d'une reconfiguration de l'espace urbain, et qu'avec cette reconfiguration de l'espace urbain qui permet à tout le monde d'accéder facilement à toutes les parties de l'espace urbain, il y a la question des infrastructures pour le vélo, par exemple. C'est qu'une partie de la réponse qui est donnée pour le vélo ou pour la marche provient aussi d'une reconfiguration de l'espace urbain, ce qui s'est passé à Dunkerque. C'est qu'ils ont refait des pistes cyclables en faisant tous les travaux nécessaires pour les transports en commun. Et en 2030 ou en 2050, c'est la canicule qui nous dira si les politiques menées auront été à la hauteur, ou malheureusement, si on aurait été tellement en deçà que point d'interrogation. Alors, la gratuité des transports se développe en France et en Europe. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été démontré là dans la vidéo. Il y a plein de lieux. On doit être à une trentaine de villes qui a fait ce choix-là. Systématiquement, on constate une hausse de la fréquentation, on constate une satisfaction des gens, on constate qu'il y a des publics qui se déplacent
alors qu'ils ne se déplaçaient pas avant, une recul de l'exclusion sociale, bien sûr, mais en plus de ça, sur cette progression, on constate que c'est une progression qui bénéficie à tout le monde et à tous les modes alternatifs de transport, c'est-à-dire y compris la marche et y compris le vélo. C'est pour ça que, et en conclusion vraiment de cet exposé, je dirais que, pour revenir sur Grenoble, que l'accroissement sans fin des infrastructures routières n'est pas une perspective. Et que l'élargissement en cours de l'A480 ne peut pas être l'avenir. C'est un choix qui appartient au passé. Et il est hautement regrettable qu'autant d'argent soit consacré à cette infrastructure-là. La gratuité des transports publics est un choix politique d'avenir, un choix politique de rupture avec l'existant. À Aubagne, la gratuité a été instaurée avec le slogan « Liberté, égalité, gratuité ». À Dunkerque, c'est « Liberté, mobilité, fraternité » qui a été choisi. Ces clins d'œil à la devise républicaine, en réalité, indiquent qu'en profondeur, la gratuité, ça a à voir avec la citoyenneté et avec l'intérêt général. Merci. Bon, Mariano vous a évidemment convaincu sur le fond. Moi, je vais parler moyen, parce qu'évidemment, quand on dans pratiquement tous les débats, il y a toujours beaucoup de gens qui nous disent tout ça, vous êtes bien gentils, c'est super, mais nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Donc, le système actuel, comme à Grenoble notamment, c'est le meilleur système. Donc, je vais essayer assez rapidement, parce que le temps file, de repartir en fait de l'étude qui a été initiée par le SNPC, un peu sur notre pression, hein, je le rappelle, puisqu'on avait manifesté dans la métro et on avait suscité pas mal de débats. Voilà, il y a eu une étude sur la gratuité à Grenoble et je voudrais partir de ça et de ses conclusions sur quelles hypothèses pour financer cette gratuité que nous souhaitons. Comme on l'a dit, il y a les municipales qui arrivent. Nous, on a envie que nos idées on se fassent récupérer par tout le monde pour que ça soit dans tous les programmes politiques et que cette gratuité soit imposée aux prochaines municipales. Voilà, en tout cas, c'est notre objectif. Alors, pour autant, juste quelques éléments pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la lire. Alors, malgré certaines inexactitudes dans cette étude, il y a au moins quelques éléments qui sont très intéressants. Le premier, c'est que la gratuité totale coûterait environ 61 millions d'euros par an et 98 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire des nouveaux équipements, nouveaux bus, nouveaux tramways, etc. Pour ce ils ont évalué à peu près 15 à 25% d'augmentation de la fréquentation. Voilà, l'étude, elle a fait ce calcul-là avec des projections sur ce qui se passe à Châteauroux ou dans d'autres villes. La billettique, ça rapporte 38 millions d'euros, c'est autour de 20% à Grenoble. Ça varie en fonction des villes. Le fonctionnement, c'est 13 millions d'euros. En tout cas, dans ces 61 millions d'euros, il faut compenser les 38 millions des billets qu'on n'a plus. Il faut 13 millions pour le fonctionnement, 5 millions pour le renfort de personnel et tous les ans rembourser les emprunts pour les investissements, 4 millions par an. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment on finance nos transports en commun? Le versement transport aujourd'hui, donc c'est la taxe qui est prélevée auprès des entreprises de plus de 14 salariés, si je ne dis pas de bêtises. 11, voilà, merci. Ça représente 45% des financements, les collectivités 33% et les recettes commerciales, donc la billetterie 21%. Alors à la conclusion de cette étude, je passe très vite. En gros, pour trouver ces 61 millions d'euros, bon à la limite les 98 on fait un emprunt à la banque et puis voilà, on se débrouille. En tout cas, tous les ans, il faut trouver 61 millions d'euros pour faire financer le truc. Alors, première hypothèse que l'étude propose, c'est d'augmenter le versement transport, qui est à 2%, donc au maximum sur l'agglomération grenobloise. On ne peut pas aller au-delà pour l'instant, sinon il faut il faut qu'il y ait un vote au Parlement, puisque c'est un impôt. Il faudrait le passer à 3,1%.
Deuxième hypothèse, c'est augmenter les impôts, en gros, donc passer de 58 millions à 119 millions d'euros, ou mettre une redevance par habitant qui correspondrait à 135 euros par habitant par an, où il y a plein d'idées farfelues, une fiscalité carbone, du mécénat, des dons, comme propose M. Gémani, mettre des publicités sur les tramways. Voilà. Alors, je vais essayer très rapidement de vous lister, nous, en tant que collectif, les positions qu'on défend par rapport à ça. La DTC, qui est une association que vous connaissez tous, qui milite depuis des années pour les transports en commun et le développement du vélo, nous dit que la gratuité, c'est néfaste, c'est une mauvaise idée, une fausse bonne idée, comme ils nous disent, parce qu'elle va nous priver des moyens de l'investissement pour avoir un service de qualité. Ça, ils nous le rabâchent à longueur de débat. Alors, évidemment, nous, on est tout à fait d'accord avec eux sur l'idée que les transports en commun doivent être de qualité. C'est-à-dire que la gratuité, le maire Dunkerque le dit, ça doit rimer avec une offre de service de haute qualité pour concurrencer du mieux possible la voiture, qui, dans certains cas, évidemment, on met moins de temps. Alors, les rédacteurs de l'étude de Grenoble, comme les gens du GART, qui est une institution aussi nationale importante, puisque c'est un syndicat de tous les organismes de transport en commun de France. En fait, nous, ce qu'on leur dit, c'est que ces gens-là raisonnent dans le cadre du système actuel. Évidemment, si on ne change pas les lignes, ben oui, effectivement, on est soit obligé d'augmenter le prix des billets, soit de trouver des solutions qui ne sont pas faisables. Nous, ce qu'on propose, c'est de changer les règles du jeu, de changer les lignes pour trouver des nouveaux financements. Je ne vous refais pas le discours de Mariano. Il y a urgence. On doit changer complètement les choses pour trouver les moyens de cette autre politique. Donc nous, on propose l'augmentation du versement de transport partout en France et à Grenoble. Pourquoi ? Parce que c'est le prélèvement le plus intéressant pour prélever à la richesse, au point de départ de la richesse, c'est-à-dire les entreprises. D'autant que depuis les années 80, le capital a très largement bénéficié des réformes en tout genre, allègement de charges, etc. Et que l'argent qui a été investi, et que cet argent-là s'est investi principalement dans le secteur financier et de moins en moins dans les investissements. Donc ce serait tout à fait légitime de ponctionner, d'augmenter le versement transport. Oui, comme en Ile-de-France, le Parlement doit voter la possibilité d'augmentation du versement de transport. Il faut savoir que le MEDEF de l'Île-de-France a été favorable pour augmenter les moyens des transports en commun et de passer à 2,90% environ. Voilà, puisque toutes les sociétés bénéficient évidemment des infrastructures pour déplacer les salariés pour aller à leur travail et être à l'heure. Donc nous, on pense qu'il faut changer structurellement la fiscalité pour des politiques au service du social et de l'écologie, comme l'a présenté Mariano. La deuxième axe qu'on met en avant, c'est qu'il faut un plan Marshall des transports collectifs et ferroviaires. On est dans une urgence civilisationnelle, il faut mettre le paquet réellement, mobiliser des milliards pour changer radicalement de système de déplacement dans nos pays. Redonner des moyens aux régions et aux départements pour financer les transports en commun. Alors moi j'ai appris récemment à Châteauroux et aussi dans le rapport sénatorial, la totalité des recettes de la billetterie, quand les gens payent leurs billets dans les transports en commun dans toute la France, ça représente à peu près 5 milliards par an. Est-ce qu'on n'est pas capable dans notre pays de les compenser pour basculer comme au Luxembourg vers une gratuité? Allez, on double, on passe de 5 à 10 milliards avec les investissements qu'il faudrait pour avoir plus de trams, plus de bus, plus de chauffeurs. Raisonnons avec 10 milliards comme repère pour que dans tout notre pays, on bascule dans une gratuité généralisée. Première piste, on supprime la TVA. Ça peut être quelque chose de débattu. On peut réduire de 20% le coût en supprimant la TVA sur un service public. Autre piste, le CICE, dont on parle beaucoup avec le pacte de responsabilité, qui coûte 4 milliards par an cette année
de cadeaux aux entreprises, soi-disant pour créer de l'emploi. Hein. Vous avez tous entendu parler d'Amazon ou de Carrefour, hein, qui font des bénéfices extraordinaires, qui suppriment des emplois. Sur ces 40 milliards, on ne peut pas les trouver les 10, ces 10 milliards-là pour basculer dans la gratuité. Les dividendes aux actionnaires, cette année, à peu près 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros sur l'année qui vient de s'écouler, qui ont été distribués et qui ne vont pas forcément, évidemment, dans l'investissement. On le sait, ça alimente le système de la finance. Fraude fiscale, 80 milliards par an. L'impôt, le crédit impôt recherche, 6 milliards. L'ensemble des aides aux entreprises, 200 milliards par an, sans parler des moyens européens qu'on pourrait mobiliser. 10 milliards par an à l'échelle d'un pays, est-ce qu'on n'est pas capable de les trouver? Donc quand on discute avec les gens de la DTC, du GART ou beaucoup d'élus, nous on veut raisonner comme ça. L'autre aspect, c'est les économies que la gratuité peut générer. On réduit le nombre d'accidents de la route. Domicile-travail, c'est 80% des accidents, c'est durant le domicile-travail. C'est une baisse, ça a été dit, par rapport à la mauvaise qualité de l'air. Je passe. C'est l'argent qui part en essence. Alors on a fait le calcul, 300 millions d'euros par jour sur l'agglomération grenobloise, par an, qui pourraient être économisés, réinjectés dans l'économie locale et dans la consommation dont des gens, des fois, avec les fins de mois. Alors évidemment, bon, on n'idéalise pas la gratuité comme la solution totale. Il faudra articuler ça avec d'autres moyens, évidemment, développement du vélo, etc., etc. Réduire drastiquement les livraisons type Amazon, Chronopost ou 24 heures qui saturent nos routes. Réduire le gaspillage, réduire les camions, la distance de travail, je ne développe pas, on y reviendra dans la discussion certainement. Donc on pense qu'il faut faire des choix politiques, et en particulier évidemment au détriment de dépenses négatives. Il peut y avoir encore des marges pour aller vers ces millions d'euros dont on a besoin sur l'agglomération. Je ne reprends pas l'argument de la 480, mais il y a plein d'autres projets inutiles sur lesquels on pourrait faire des économies. Et pour terminer, donc quelle stratégie pour gagner ? On pense qu'il ne faut pas des demi-mesures. Donc à Grenoble, on a noté avec une positive réserve la promesse de M. Piolle, donc candidat à sa réélection, pour une gratuité les week-ends, pour les plus précaires et pour la première année d'abonnement. Alors nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que cet objectif doit être assumé comme à Dunkerque, d'aller vers une gratuité généralisée. Si c'est ça, nous on est tout à fait satisfaits. Ça peut être une première étape pour débattre avec les gens et montrer que c'est possible. On espère que ce ne sera pas une promesse électorale non tenue et opportuniste, comme sur la gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans, qui a fait partie du programme il y a 5 ans. Et puis d'autant que, là je le dis au nom du collectif, la municipalité n'a jamais cherché à nous rencontrer, ce qui n'a pas été le cas de M. Ferrari de la métro, avec qui on a pu échanger une fois. Dernière chose, quand j'étais à Châteauroux, avec mes amis du collectif, je me suis fait, pas agressé, mais bien allumé par le représentant national du GART, qui nous traitait d'irresponsables, parce que la gratuité, en fait, ce serait une provocation, on provoquerait le MEDEF, qui jamais ne voudra financer la gratuité par le versement transport, parce que ça mettrait en danger le fragile équilibre actuel. Alors certes, le MEDEF aujourd'hui veut revenir sur le versement transport, on le sait. Par contre, c'est un argument pour ne pas bouger, alors que la maison brûle, comme disait Chirac. Donc pour nous, l'irresponsabilité, c'est le statu quo. D'autant que, je l'ai dit au début, les moyens publics des collectivités ils ne font que baisser, et que si on ne reprend pas l'offensive sur ces moyens publics pour développer les transports en commun, de toute façon, on sait qu'ils vont être en difficulté. Donc oui, il faudra imposer au MEDEF une hausse du versement transport, comme il l'a fait en Île-de-France. Oui, il faudra continuer à convaincre et de construire un grand mouvement national et local pour les transports gratuits. Oui, nous voulons être récupérés par toutes les listes municipales pour mettre en place cette vraie bonne idée. Et oui, il faudra se battre pour cette gratuité émancipatrice que nous rêvons, pour une autre société sociale et écologique. Merci.